Alors, Cognac G me dit que on a la liaison. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette 5e cérémonie, la 5e édition des rencontres d'économique. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre maître de cérémonie, monsieur François Pecker, qui est un peu notre Roger Lanzac à nous. Merci, merci. Nous l'attendions tous. Enfin, c'est l'heure de cette remise des prix des larbins de l'économie. On se demande depuis quelques années si tout le reste, le début, en fait, n'est pas un prétexte pour faire cette remise des prix. Cette année encore, nous allons distinguer les plus scintillants acteurs de la pensée unique. L'exercice est difficile, car la concurrence est extrême et les coups bas sont trop souvent décisifs dans l'attribution des prix les plus convoités. Les laquais du système rivalisent d'ingéniosité pour faire du neuf avec du vieux, n'hésitant pas à recycler sans honte les thématiques déjà travaillées par les progressistes de tout poil. Ils le font sans honte, s'appropriant les questionnements qu'ils balayaient d'un revers de manche avec suffisance et même condescendance. Avant de décerner les prix 2017, nous allons nous intéresser aux gesticulations d'une autre manifestation concomitante qui a lieu à Aix-en-Provence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non ? Voilà, donc on va prendre quelques instants pour regarder un petit peu quel était le contenu de leurs travaux, si on peut appeler ça comme ça. Ça va nous éclairer un petit peu sur la pertinence des prix que nous allons décerner. Tout de suite, je vous demande de tempérer votre enthousiasme devant le déferlement de non-créativité débridée auquel vous allez assister, car la thématique centrale des rencontres économiques annonce d'emblée, c'est une grosse déception, il faut le dire, c'est un vertige du vide, la reconnaissance du désarroi, pire encore, l'aveu de l'impuissance. Je vous laisse juge. À la recherche de nouvelles formes de prospérité. Magnifique. Magnifique. Un peu d'histoire. Le roi Arthur, en son temps, avait réussi un très joli coup média avec la quête du Graal. Vous vous en souvenez ? En centrant son mandat sous le signe de la recherche. On en parle encore aujourd'hui. Mais ce genre de coup est assez difficile à dupliquer. Donc ne vous laissez pas tromper, la noblesse de la quête ne doit pas masquer que ces théoriciens de l'économie essentiellement confiscatoires n'ont absolument aucune idée des nouvelles formes en question. Surmontons notre déception, tous ensemble, ça sera plus facile, camarades de la d'économie, et égrenons certains thèmes de conférences proposés par nos plagiants. Alors je dis bien égrenons, car je fais partie d'une minorité qui regrette que le verbe égrener ait été cantonné aux céréales et aux chapelets pendant de nombreuses années, alors qu'on peut égrener des tas de trucs différents, dont le programme en question. Donc nous allons égrener ensemble, si vous le voulez bien. Nous allons le voir, l'économiste de base a parfois, pas souvent, mais il a parfois le courage et l'honnêteté de se poser des questions fondamentales. Il le fait certes en moyenne avec une bonne dizaine d'années de retard sur les personnes simplement dotées de bon sens, mais il le fait quand même et il faut le porter à leur crédit, quand même. Première thématique que j'ai retenue pour vous. La croissance détruit-elle la planète ? Excellente question. Bravo, messieurs. Alors, l'économiste de base de 2017 ne va tout de même pas jusqu'à aborder le thème du dérèglement climatique qui semble lié pourtant, un petit peu. Hein, mais soyons confiants, nos élites vont faire ce qu'il faut et ce thème sera vraisemblablement abordé d'ici 2-3 ans, le temps estimé pour que le président des États-Unis se fasse virer par son électorat repentant. La prospérité
supporte-t-elle les inégalités? Pas facile, ça. Alors, première réaction, un alcoolique ne se serait-il pas infiltré dans la commission programme? Je vous rappelle que le vocable inégalité est depuis toujours un non-sens sémantique dans la pensée libérale, mais peut-être s'agit-il tout simplement de la disparité des salaires, stock-options, retraite chapeau et parachute des patrons du CAC 40 entre eux, où il y a encore des inégalités. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir se battre. Les comptes rendus des débats nous éclaireront sans doute à ce sujet. Dans la même veine, nous avons un magnifique « La mondialisation a-t-elle tourné le dos au peuple ?» Pas mal, non? D'une pertinence équivalente à, j'ai trouvé un truc qui est un peu dans le même esprit, l'amiante symbolise-t-elle l'idée d'une industrie au service de l'homme, par exemple? Vous voyez, c'est un petit peu le même genre d'approche des questions fondamentales. Ah, c'est intéressant, hein? Je ne sais pas combien ils ont fait d'heures là-dessus, mais ils en ont fait un peu. Plus sérieusement, maintenant, plus profondément également, à la lisière du questionnement philosophique, nous avons un audacieux « Le monde progresse-t-il » Je rigole pas, c'est les intitulés de les conférences. Hein. C'est pas pour de rire. Hein. Le monde progresse-t-il? Pas mal, hein? Alors, la notion de progrès, qui paraît sous-jacente un petit peu, hein, ne sera vraisemblablement pas abordée, je pense. Contrairement au concept de progression. Alors là, suivez-moi bien. Vous voyez la progression, progression. Parce que progression, ça rimerait presque, en toute mauvaise foi, avec l'idée de croissance. Vous voyez l'histoire? Progression, croissance, c'est très subtil. Hein, c'est très très subtil. On aurait tort de se priver de ce genre de plaisir raffiné. Eux, ils ne s'en privent pas. Un peu de provocation maintenant. Il en faut pour faire du buzz. Vous savez, c'est le buzz qui fait gagner, mais également pour attiser la controverse féconde, avec deux petites conférences qui n'ont pas manqué de susciter de violentes oppositions parmi les débatteurs. D'abord, quelle futur pour les Eldorado? C'est pas beau, ça? C'est pas joli, ça? C'est une mine, ce programme. Je vous encourage à le lire en entier. C'est épatant. Donc, quelle futur pour les Eldorado ou l'art de ne pas nommer les paradis fiscaux? Sans pour autant rappeler qu'un Eldorado est un pays imaginaire où la richesse abonde, alors que le Luxembourg et les îles Caïmans sont une triste réalité. Ils n'ont pas fait le... Alors nous sommes gratifiés dans la foulée d'un étonnant... Ça c'est fort aussi, ça. Doit-on lutter contre la concentration des richesses? Qui a posé cette question? Alors, positivons. Nous devrions, dans un premier temps, exulter de joie de voir les vertus de la lutte enfin reconnues par le grand capital. Il est marqué lutte, hein, quand même. Hein. Pas tous les jours. Hein. Mais calmons-nous, parce que ça ne saurait masquer la consternation qui doit être la nôtre devant cette question, qui n'est pourtant pas plus ridicule que sa variante. Attention, c'est subtil aussi. Doit-on lutter pour la concentration des richesses? Moi, je trouve que la deuxième question n'est pas plus idiote que la première. C'est la même, d'ailleurs. C'est une non-question. Voilà. Et pour finir, j'ai gardé, moi, celle qui m'a le plus bouleversé, parce qu'elle résume assez bien cette pensée. C'est la conférence qui, je pense, a dû être la plus courte, malgré 5 intervenants scrupuleusement sélectionnés. Je crois qu'il y avait de l'EDF, enfin, il y a vraiment du gros calibre, qui ont planché sur la question « La finance peut-elle être responsable ?» C'est marqué dans le programme.
Alors, on a eu la chance de partager ces 3 jours avec vous et que vous n'y étiez pas, en avant-première, je vous livre en exclusivité la réponse à cette question, c'est non. Je vous rassure, néanmoins, les intervenants ont été rémunérés comme les autres. Je pensais qu'il était nécessaire de faire ce petit détour chez nos voisins pour bien comprendre qui nous allions récompenser maintenant. Hein. C'est un biotope, cette affaire. C'est un petit monde, voilà, où ceux qui sont dedans trouvent que c'est normal, mais c'était quand même un petit monde. Voilà. Donc, dans ce biotope, dans lequel que nous frôlons de temps en temps, de peur de nous y perdre, nous avons donc identifié 6 personnes à qui nous allons décerner 6 prix et qui brilleront donc par leur contribution à l'appauvrissement du débat économique et démocratique en général. Voilà. Pour ce faire, je vais demander, parce que nous avons une équipe absolument merveilleuse pour faire cette remise des prix, qui brille autant par leur absence totale de professionnalisme que par l'immensité de leur talent. Je demanderai à Anouk de venir me rejoindre. Anouk, si vous voulez bien vous permettre. Voilà. Anouk, sans laquelle cette cérémonie n'existerait pas. Tout le monde le sait, je ne sais pas pourquoi je le dis. Et également en guest star, là je vous demanderai de l'applaudir bien fort, car il n'était pas au courant hier soir qu'il serait une des pièces maîtresses de cette remise des prix. Fifi, plus connu sous le nom de Magic Fifi. Magnifique. On est bon? Alors nous allons commencer par le premier prix. Alors déjà, dans un premier temps, vous avez pu déjà admirer ces prix qui sont là ici, entièrement faits main, qui commencent à être légèrement patinés. Une patine qui leur sied fort bien et qui rajoute un petit peu de pertinence. Oui, tout le monde patine. On essaie de patiner autant. Voilà, donc nous allons décerner maintenant le premier prix. Tout le monde est en place? On y va. C'est le prix de l'agent double à la pensée unique. Magnifique. Anouk, nous avons un gagnant? Ah oui. Le gagnant est Pierre Cahuc. Le micro. Une ovation méritée pour Pierre Cahuc. Pierre, bravo. Merci. Félicitations. Une réaction tout de suite? Bien sûr. Bonsoir, j'ai beaucoup de personnes à remercier. D'abord, puisque je suis à Aix, il faut d'abord que je commence par remercier parmi toutes ces personnes qui ont fait de moi une personne qu'on reconnaît, quelqu'un pas rien, quoi. Voilà. D'abord le Cercle des économistes. Puisque je suis à Aix-en-Provence, le Cercle des économistes m'accordait, il y a 16 ans, le grand prix du meilleur jeune économiste de France. Et comme ça, ma carrière a été lancée à Aix. C'est pour moi une grande émotion de revenir ici. Je dois remercier aussi toute la communauté scientifique, tous les économistes scientifiques qui démontrent leur
grandes compétences en publiant dans les grandes revues économiques, scientifiques, tous les ans. Et cette communauté scientifique qui m'a fait le plaisir et l'honneur de me retrouver parmi elles, de m'accepter parmi elles, ce qui me permet de passer un peu moins pour un rigolo quand je suis sur des plateaux télé, par exemple. Je remercie aussi un grand scientifique qui, hélas, n'est pas là aujourd'hui, le célèbre André Zilberberg, mon ami André, qui a écrit tous mes livres, avec qui j'ai coécrit tous mes livres, et en particulier le plus connu d'entre eux, qui a été un grand best-seller au cours de l'année passée, Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser, chez Flammarion. Alors, vous savez, au début, j'ai cru comprendre qu'il était question que André vienne partager avec moi ce prix. Bon, le partage, c'est pas trop mon... Enfin, je sais pas. Il y a des études scientifiques qui démontrent de façon inéluctable que le partage des richesses, le partage des prix, le partage du travail, tout ça, ça nous amène inéluctablement à des catastrophes, un chômage massif. J'ai même pas eu besoin d'en parler à André, parce que quand il a su qu'en venant ici, il risquait de se retrouver mêlé à un troupeau de négationnistes sans foi ni loi, il a préféré me laisser venir tout seul. Nous pensons tous à lui. Je vous remercie bien entendu de tout mon cœur pour vos applaudissements. Et vous savez que, alors à propos de cœur, justement, on dit que les économistes orthodoxes n'en ont pas. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Les économistes orthodoxes s'intéressent vraiment de très près aux pauvres gens. Et pour vous le prouver, je vais vous donner 2 conseils. Le premier conseil, c'est d'abord de savoir faire le tri entre vous. N'hésitez pas à vous surveiller les uns les autres. Vous verrez au bout de quelques semaines que j'ai raison. Vous trouverez très facilement où se trouve la vraie science et où se trouve la fausse science. Par exemple, tous les intervenants qui se sont succédés ici sont tous des gens très dangereux et comme de vulgaires... comment dire, des dirigeants de multinationales, ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est leur intérêt. Ils veulent garder leur part de marché de l'édition de la fausse économie. Et d'ailleurs, il suffit de regarder là-bas à la table de la librairie pour comprendre qu'il n'y a ici aucune diversité. Elle est complètement éliminée. Ça, alors, c'est très propre à la France. En Allemagne, vous ne trouverez pas ça. L'Allemagne, vous savez, c'est notre modèle. Bon, les négationnistes en Allemagne, vous n'en trouverez pas. Vous savez, la simple idée du keynésianisme là-bas, c'est le diable, quoi. C'est l'abandon à la luxure, quoi. Le deuxième conseil, c'est pas vraiment un conseil, c'est un encouragement, parce que je pense que les économistes sont sur la bonne voie. Des études scientifiques ont démontré une corrélation très forte entre la baisse des salaires, la baisse massive des salaires, surtout les plus bas, les licenciements par tonne et le bien-être de la société. Une enquête scientifique a démontré en Allemagne qu'entre 2002 et 2014, parmi les 20% d'Allemands les plus pauvres, le taux de satisfaction sur 10 était passé de 5,2 à 6. Ce qui montre à quel point l'austérité est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien ici, chez les économistes, vous le mettez en pratique. J'ai eu l'occasion de mener depuis un quart d'heure une enquête scientifique que je vais aussi publier dans une revue internationale auprès d'un panel de travailleurs, d'économistes, qui, alors, on remarque là aussi une corrélation évidente entre le bonheur. Ça se voit sur les sourires béats, sur la gentillesse permanente, sur la servilité touchante. Et donc une corrélation entre ce bonheur extrême et la faiblesse des rémunérations. Alors l'entreprise d'économistes nous montre le chemin. Le bénévolat est, on peut le dire, un modèle pour l'économie moderne de demain. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour conclure, je dirais, bon, les négationnistes économiques, comment s'en débarrasser ? Écoutez, j'essaye d'apporter une petite pierre à l'édifice. Il faut absolument contrer leur importance,
partout, enfin ils sont partout et il faut les contrer. Alors moi, ma façon très modeste de le faire, c'est d'essayer de rafler le plus de prix possible. Et vous aurez remarqué, bien entendu, qu'aucun économiste hétérodoxe n'a jamais été primé ici, ce qui montre bien leur incompétence. Merci beaucoup. Merci Pierre. Nous allons remettre maintenant un des prix les plus importants, des plus convoités. Il s'agit du prix Canard du confit d'intérêt. Surprise. Non. La gagnante est Ruth Elkrieff, que nous applaudissons. Qui en sortant de la main se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards pour que tout le monde se marre. Remuer du popotin en faisant Ruth coin, coin, Elkrieff. en faisant claquer du bec, en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. Et des coin coin. Allez mettez-en un coup. Ruth Elkrieff. Pliez les genoux, redressez-vous. Ruth Elkrieff. Elle n'est pas là. Il semblerait qu'elle ne soit pas là. Moi, je dirais c'est plutôt bon signe parce que ça fait toujours un peu bizarre tous ces gagnants qui disent qu'ils n'y s'y attendaient pas et qui sont toujours là. Donc moi, j'y vois un bon signe, c'est que c'est vraiment pas pipeau, hein, cette affaire-là. Donc Ruth, tu as gagné. Tu peux venir chercher ton prix chez l'un de nous. Tu seras accueilli comme tu le mérites. Je vais profiter de cette défaillance pour poser quelques questions à Magic Fifi en lui demandant, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que cet engin bizarre? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Fifi? Écoutez, c'est un xylophone spécialement étudié pour les d'économistes. D'ailleurs, remarquez les bouteilles. Mises en place spécialement aujourd'hui. Et donc, j'espère qu'il vous plaira. Merci. Est-ce que tu peux nous préciser quel a été ton temps de répétition pour tous les morceaux que tu vas nous interpréter ce soir? Oh, le temps nécessaire. Ouais, 10 minutes. Mais on va dire, ouais, un faible temps. La conception était plus longue que la répétition. Merci, merci, je vous en prie. C'est lui qui a réalisé également l'accordage de l'instrument. C'est pas évident. Vous avez remarqué également qu'à un moment précis, au début de l'intervention de Pierre Cahuc, quelques éléments ont volé. Ce sont les effets spéciaux. Voilà. Donc vous n'avez peut-être pas l'habitude. Ce sont des effets spéciaux circuit court. On les a trouvés là dans le périmètre visible. Là ici. C'est tout bio, organique, certifié. Vous en verrez quelques exemplaires pendant cette longue soirée de remise des prix. C'est toujours un petit peu trop long les remises des prix. Vous avez remarqué? C'est pour ça que je speed en fait. Contrairement aux apparences. À d'habitude. On va remettre quand même le troisième prix. Nous sommes en place. Magic Fifi. Le prix Babar de l'énormité de la tromperie. Il est trop fort. Magnifique. Je suis impressionné. Bien choisi, hein, pas mal. Le gagnant est François Langlais.
N'aie pas peur, François. Viens, viens. Viens partager ton émotion avec nous. Voilà, présente bien ce prix qui est quand même magnifique. Vous pouvez l'admirer. Peut-être une réaction à chaud malgré la surprise qui doit être la tienne? Ah, une grande surprise, une grande surprise. Alors, la réaction, vous ne m'avez peut-être pas reconnu, parce que c'est le prix de la tromperie. En effet, j'ai mis une perruque. J'ai une perruque pour pas qu'on me reconnaisse, parce que comme je fais partie du cercle des économistes, je ne voulais pas non plus... Ça, c'est la première tromperie. La deuxième tromperie, vous avez remarqué que je suis l'expert en économie de France Télévisions. Et vous savez comment on devient expert en économie à France Télévisions? Il faut surtout ne rien comprendre à l'économie, ni jamais avoir étudié l'économie. Tout à fait mon profil. Moi j'ai fait des études de lettres modernes. J'étais prof de littérature française à Shanghai, en Chine. D'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, l'économie, c'est du chinois. Humour. Humour. Alors, le premier bouquin d'économie que j'ai lu, ça a commencé par La mauvaise monnaie chasse la bonne. Il n'a rien compris. Vous avez compris, vous? La mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La mauvaise monnaie chasse la bonne. Ben, je me suis servi de cette formule qui est une formule magique. Et c'est comme ça que je suis devenu expert en économie. Le mauvais expert chasse le bon. C'est exactement la même chose. Et pareil pour le journalisme. Parce que je suis journaliste, quand même, France 2. Bon, j'ai jamais fait d'études de journalisme. Moi, j'ai fait des études de lettres modernes. J'étais prof à... Non, je vous l'ai déjà dit, ça. Bon, ben, en tout cas, j'ai pas fait d'études de journalisme, mais je suis journaliste. Et j'ai appliqué la même formule. La mauvaise monnaie chasse la bonne, journaliste. La mauvaise information chasse la bonne. Et c'est ce que je fais. Alors, je l'ai fait chez Pujadas, une fois, comme ça. Alors, Ruffin, évidemment, Ruffin m'a mis au pilori avec Fakir. Tout ça parce qu'il m'avait accusé de pomper mes graphiques, ceux que je présente chez Pujadas, sur le site de l'OCDE. Bon, c'est vrai. Mais enfin, quand même, c'était pas une raison, il exagère, Ruffin. Et puis, une fois, effectivement, il y avait une émission de Pujadas où j'avais accusé le président bolivien, Evo Morales, il s'appelle, j'avais accusé de corruption. Oh, pas quoi, fouetter un chat. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur de Bolivie, parce que les Boliviens, évidemment, ils ont été vexés et pas contents du tout, les Boliviens. C'était à cause de Mélenchon, en plus, que j'avais dit ça, parce qu'il m'avait énervé. Et donc, ces Boliviens se sont énervés et ça a failli déclencher un incident diplomatique. L'ambassadeur de Bolivie a écrit une lettre à France 2. J'ai été obligé de m'excuser. Et puis France 2 a été obligé d'enlever les vidéos de son site. Vous vous rendez compte? Mais enfin, il faut dire que cet ambassadeur de Bolivie, je ne sais pas si ce n'est pas un terroriste ou un révolutionnaire, Guevara, il s'appelle le mec. Oui, avec un nom pareil. Et en plus, je le soupçonne parce que un an avant, il avait été invité aux rencontres d'économiques. Donc je me demande s'il ne m'a pas fait un mauvais coup là-dessus. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Il s'est plaint, ça a fait un incident. Oui. Alors, vous savez quand même que je fais partie du cercle des économistes. Hein. Lorenzi m'a invité. C'est pour ça que j'ai mis la perruque, pour pas qu'il sache que je suis ici. Et au cercle des économistes, on applique toujours la même formule magique. Avec la mauvaise monnaie chasse la bonne. Au cercle des économistes, on dit la mauvaise économie, la nôtre, chasse la bonne, la leur. Voilà. Je vous remercie en tout cas de ce prix. Merci à nous. On va partir du principe qu'il est mérité. Il faut avoir des principes de temps en temps. Merci François. Bravo. Le prix de l'économiste le plus à l'ouest.
Ouais. Magnifique, hein? Nous avons un gagnant. Éléonore Bentata. Bien, Éléonore. Ah non, c'est pas Éléonore. Mais pourtant, c'est Éléonore qui est le plus à l'ouest. Ah non. Donc c'est Pierre, en fait. En fait, c'est Pierre. Bravo, Pierre. On va te remettre ton prix d'abord. Il est à ton goût? Tu vas nous expliquer pourquoi, si tu y arrives? C'est parti. Ne faites pas les pharaons, vous ne me connaissez pas. Je suis Pierre Bentata, effectivement. Vous ne me connaissez pas, mais grâce à une tribune dans la tribune, le quotidien numérique de l'actualité économique et financière, vous m'avez trouvé. Car qui cherche, trouve. Je suis chercheur d'ailleurs en économie à l'université Panthéon-Assas et j'ai trouvé la vérité économique et financière dans la déclaration de 25 prix Nobel d'économie qui, à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ont dénoncé le protectionnisme et la politique anti-européenne de plusieurs candidats, dont nos préférés. Et lorsque 25 Nobel ayant des opinions politiques diverses et des méthodologies très différentes rappellent que certains faits économiques sont indiscutables, ils démontrent qu'il existe un consensus scientifique, que dis-je, mathématique, qui dépasse les croyances individuelles. Ainsi, pour comprendre l'économie, pour choisir un programme économique plutôt qu'un autre, il faut déjà accepter que l'économie est une science avec ses règles et ses mécanismes arithmétiques. Or, cela, une centaine d'économistes outrecuidants a décidé de le contester en prenant la plume pour signer à son tour une tribune en faveur du programme de la France insoumise. Parmi ces signataires, plusieurs appartiennent au mouvement des économistes atterrés, lequel n'a jamais caché son penchant anticapitaliste, anti-marché et révolutionnaire. Ils sont dans leur rôle. Salut au passage à l'un d'eux, Jacques Généreux. Ceux qui le sont moins sont les nombreux signataires membres du Conseil national des universités. Ce CNU est l'institution déterminante pour la carrière des jeunes universitaires. Ce conseil, censé évaluer la recherche scientifique, est donc composé pour partie d'idéologues niant les conclusions des Nobel et considérant que l'économie serait un art au service d'un idéal plus vaste. Voilà pourquoi l'économie est de moins en moins bien enseignée à l'université. Et voilà pourquoi les Français sont si ignorants en matière économique. Ce qui devrait être l'exemple de scientifique est devenu l'arrière-boutique d'une idéologie dépassée, devenu un instrument politique au sein d'une institution dépossédée de sa nature scientifique. L'économie perd inévitablement son statut et son importance dans le débat politique, interdisant toute réforme qui pourrait réconcilier la France avec l'emploi, l'innovation et la prospérité. Je vous avais prévenu, j'ai trouvé la vérité. On s'interroge souvent sur les principales causes du marasme économique français. Les voici: l'inculture et le relativisme économique. Et j'en finirai par le fulgurant éclair de lucidité qui conclut mon article dans la dite tribune. Tant que les gardiens du temple seront des idéologues favorables à un système qui n'a jamais fonctionné, qui plus est, et qu'il n'y aura aucun débat rationnel et la France ne s'en remettra pas.
C'est pourquoi je vous remercie d'avoir reconnu mes mérites en m'attribuant ce prix. Bravo Pierre. Les jurés apprécieront. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierre. Oh Pierre. Merci. Tu reviens quand tu veux. Plus beaucoup de prix à décerner. Profitez au maximum. Le 5e. Le prix... Où sont les assesseuses? Attention les assesseuses. Le prix de la boule de cristal. Qu'est-ce que tu trafiques, Anouk? Je sais pas qui c'est. T'es sûr que c'est lui? Le gagnant est Nicolas Bouzou. Dans ma boule de cristal, je vois tout, le passé, le présent, le futur, un avenir de plus Allez, pour plus flou, le prix de la boule de cristal. apporter l'armure, paraît-il, Alors ça, c'est les effets spéciaux. au menu, le pire de nous-mêmes. Bon, normalement, il ne faut pas expliquer les effets spéciaux, mais c'est des bulles de cristal, vous voyez. Boules de cristal. Voilà. C'est fait avec du liquide vaisselle bio. Mais ça ne fait pas de bulles. Nicolas, bravo. Mais bien entendu, bien volontiers. Il est à toi. Bien. Ben, moi, je vais vous démontrer qu'on n'a vraiment aucun humour. Donc, je suis là pour plomber l'ambiance. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit me connaître. Non. Hein. Donc, je vais faire une chose que j'aime beaucoup. Je vais parler de moi. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et je suis assez déçu que pas grand monde me connaît parce que dans un deuxième temps, je vous parlerai de ma surface médiatique et vous allez être impressionnés. Vous ne regardez pas les bons médias, donc. Alors, j'ai 41 ans et je suis un essayiste français libéral spécialisé dans l'économie. J'ai été pendant 6 ans analyste en chef de l'Institut de prévision Xerfi. En 2006, j'ai fondé ma propre entreprise, Astares. Non, mais c'est vrai. Rigole pas. Ah, c'est... Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas l'habitude d'être rigolo. Donc, je suis un peu surpris qu'on puisse rire quand je parle. Une société qui... Donc, l'entreprise Astares que j'ai fondée, c'est une société qui œuvre au rapprochement du monde de l'entreprise et de la décision publique. Nos principaux clients se réunissent 4 fois par an, à huis clos, autour d'une personnalité politique. Les principaux sujets de la politique économique sont évoqués de façon confidentielle, mais franche. Parmi nos derniers invités, nous avons reçu Michel Sapin, Laurence Parisot, qui était à l'honneur, François Bayrou, pour qui les choses ne vont pas très fort en ce moment, Luc Ferry, mon philosophe préféré, Éric Woerth, une honnêteté au-dessus de tout soupçon, Jean-François Copé, l'homme politique montant.
Dominique Régnier. Et enfin, alors là, c'est le plus beau, c'est le plus doué, c'est effectivement l'intégrité totale en la personne de François de Rugy. Alors, je suis également vice-président du Cercle Turgot, qui regroupe les dirigeants libéraux des grandes entreprises et les responsables politiques. J'ai été membre du Conseil d'analyse de la société auprès du Premier ministre de 2010 à 2012 et je fais partie du groupe Kayser-Soze qui se réunit autour d'une star en la personne de Jacques Attali. Alors, ce n'est pas tout. Quand il me reste un peu de temps libre, j'écris aussi des livres. Et je vais donc informer... Je suis un peu long. Je vais donc informer François sur la manière dont les thèmes sont choisis par le Cercle des économistes en vous donnant simplement 2 de mes titres. Alors c'est vrai qu'ils ont un peu des fois des titres bizarres, mais c'est moi qui ai écrit « L'innovation sauvera le monde ». Pas mal, pas mal. Et j'ai aussi écrit « Pourquoi la lucidité habite à l'étranger ». Bon, vous ne le trouverez pas en librairie, il faut le commander. Hein. Alors, comme je reçois le prix de la boule de cristal, je félicite le jury pour sa pertinence parce que, effectivement, je vous rappelle qu'en avril 2008, j'ai assuré que c'était le moment d'acheter en bourse alors que la crise économique survenait à peine. Donc, je suis vraiment très très fier de ce prix. Je pense que je l'ai complètement mérité. Ce n'est pas tout. S'il me reste un peu de temps, non ? Parce que de la même façon, le mardi 22 novembre 2016, au 7-9 de France Inter, j'ai annoncé mon soutien à Alain Juppé pour la primaire des Républicains. Vous connaissez la suite, hein ? Le prix de la boule de cristal. Alors, je vous l'ai promis, je vais vous parler de ma surface médiatique. C'est trop long, hein ? C'est bien fait pour vous. Donc, j'ai présenté pendant 3 ans, chaque matin, une chronique économique dans la matinale de Canal+, puis dans la team Toussaint, Bruce Toussaint. Je peux m'asseoir ? Je suis notamment contributeur régulier pour Le Figaro, Les Échos, le Financial Times, Le Temps de Genève, L'Opinion, L'Expansion, L'Express, Le Monde. Je suis régulièrement invité sur Europe numéro 1. Et le 4 février 2015, j'ai été reçu une journée complète sur France Info, radio de service public. Récemment, et j'en terminerai là-dessus, je sens un soulagement là derrière moi. Moi aussi. Ah ouais, mais je vous avais prévenu hein, que j'étais là pour plomber l'ambiance, hein, donc c'est bien fait pour vous. Hein. Il ne fallait pas venir. Dans le Figaro du 28 juin 2017, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai écrit que le gouvernement d'Emmanuel Macron bénéficie d'une extraordinaire conjonction de facteurs favorables pour mener à bien la réforme du marché du travail afin de lutter contre le chômage de masse qui pourrit la société française depuis 30 ans. Parce que oui, je l'affirme, il y a une relation directe entre le code du travail et le taux de chômage. Cela a été démontré. 50 pages de moins dans le code du travail, c'est 1 point de chômage en moins.
Bravo Nicolas. Largement mérité, bravo. Il est temps de prendre un petit peu de risque. Nous n'avons plus qu'un seul prix à décerner. Et je pense que, comme moi, vous avez tous été emportés par le lyrisme de Magic Fifi. Je vous l'ai dit, il a eu très très peu de temps pour répéter les 6 morceaux dont il en a déjà fait 5. Et là, nous allons, il n'est pas au courant, nous allons le confronter à l'épreuve de l'improvisation. Magic Fifi. Okay. Attention, Magic Fifi. C'est ce qu'on appelle un haïku musical. C'est très 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 court. Il ne faut pas somnoler au début, sinon on ne comprend pas la fin. Et c'était costaud, hein, ça valait le coup de prendre le risque. Hein, c'est une invitation à la prise de risque. Sortir de la zone de confort. On verra ça après. C'était splendide. Bravo, Fifi. On attribue maintenant le dernier prix. Vous êtes prêts? On y va. Le prix de l'expert à 2 balles. Encore bouleversé par sa performance. Non, 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 non. Ah, si, si, si. Enfin, peut-être. Oui, vas-y. Oui, c'est là. C'est quoi ça comme morceau? Ah, c'est un morceau des Who. Vous avez reconnu? Les Who. Non? C'est la musique de... Pas bon pour toi, ça, Fifi. Interprétation libre de Fifi. Alors là, c'est une demi-surprise. Hein, franchement. Le gagnant est Dominique Seux. Allez, vas-y, fais péter. Ah oui, une ovation pour Dominique Seux. Merci pour lui. Allez, bravo, bravo. Voilà Dominique qui fend la foule, qui a un mal fou à arriver jusqu'à la scène. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. On a rarement vu ça pendant une cérémonie. Oh là là là, il y a un déferlement d'effets spéciaux pour Dominique Seux. Elle est où la potiche? Merci, je m'y attendais pas. On s'embrasse un petit peu? Ouais. Pas trop? Ça je suis émouvé. C'est à toi. Je m'y attendais pas, donc je vais sortir mon discours. Oui. Tu veux un petit pupitre? Merci, merci. T'en prie. Ah, je suis très émouvé, excusez-moi. Alors, moi, vous me connaissez. Moi, on ne peut pas dire que vous ne me connaissez pas. Je suis tous les matins à France Inter depuis 2008. Hein, le prêchi, prêcha, c'est moi. Hein directeur adjoint des Échos. Je crois qu'ici, vous ne lisez pas trop les Échos. Hein non, c'est pas... Non, hein, c'est pas... Mais bon, je suis directeur adjoint. C'est-à-dire tous les jours, je prêchi, prêcha aux Échos. Les Échos, au journal indépendant qui appartient au groupe Les Échos. Hein qui appartient à LVMH. Qui appartient à Bernard Arnault. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah, vous le connaissez? Vous le savez? Incroyable. Je viens surtout là pour vous parler en fait de mon dernier livre. Vous l'avez lu? Comment ça, vous l'avez pas lu? Il est sorti en avril 2017.
La France va s'en sortir. Bouteille de rouge. Je sais pas de quoi. Je sais pas de quoi, mais la France va s'en sortir. Et en fait, c'était une petite... voilà, j'ai parlé un peu de vous. Enfin, pas de vous, en fait, d'Aix-en-Provence. À la page 41, j'explique que l'année dernière, j'étais ici, à Aix-en-Provence. Sous le beau soleil aixois, avec son festival d'art lyrique, son centre-ville. Et j'ai assisté à Sciences Po à une magnifique conférence. Oui. Il y avait, comment ça s'appelle il y avait 2 experts. Oui, parce que moi je suis un expert à 2 balles, il y avait un autre expert. Un expert, un Argentin, Lucas Yach. C'est le vice-président de la Banque centrale d'Argentine. Ce monsieur nous a expliqué quoi? Il a expliqué que les pays qui avaient le plus fort taux de croissance, c'était quoi? C'était l'Éthiopie, c'était le Bangladesh, c'était des pays, tout ça, la Bougnouli, quoi, vous voyez? Voilà. À côté de lui, il y avait une autre experte, Suzanne Berger. Elle est enseignante à Harvard. Et elle expliquait quelque chose d'absolument inverse, d'incroyable. Que la mondialisation favorisait les riches. Et qu'il y avait dans nos pays modérés, qu'il y avait quoi un risque de détruire notre mode de vie parce que les pauvres de nos pays ne sont plus d'accord. Ma conclusion que je livre, suite à ce séjour d'Aix-en-Provence, hormis de demander quel est l'âge du capitaine, c'est de dire que nous, les Occidentaux, sommes des privilégiés, jaloux des pays du tiers-monde. Hein, on est juste jaloux. Et on est contre la mondialisation parce qu'on ne veut pas se faire attraper par les pays du tiers-monde. Et donc, ils sont où tous les tiers-mondistes là, hein, Rallye, Ralou, Rala dans les années 70 qui disaient qu'il fallait aider le tiers-monde. Ben voilà, vous avez qu'à aider la mondialisation, parce que grâce à la mondialisation, les pays du tiers-monde se portent mieux. Voilà. J'aurais pu en conclure beaucoup de choses. J'aurais pu conclure que peut-être si les pays du tiers-monde avaient une grosse croissance, c'est peut-être parce qu'ils partaient de rien. Que peut-être effectivement, dans nos pays pauvres, dans nos pays riches, oui, la mondialisation est inégalitaire. Mais je préfère mieux vous faire culpabiliser. Et puis de toute façon, je vous ferai culpabiliser tous les matins à France Inter. Merci. Merde, c'est fini. Merci Dominique. Bravo. Voilà. Une ovation méritée. C'est notre dernier prix de la journée. Bravo à tous les gagnants. La honte du pays, bravo. Ils l'ont mérité. Voilà, ceci pour clore donc cette remise des prix de la 5e année. Déjà 5 ans, vous vous rendez compte? Dans 10 ans, dans encore 10 fois ça, nous fêterons notre cinquantenaire. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé que vous pourrez dire à ce moment-là que vous y étiez sous les yeux ébahis des bambins qui vraisemblablement s'en foutront complètement, si c'est comme maintenant. Mais nous, on sait qu'on y était. Voilà, donc de cette édition où il faut remercier tout le monde. Il faut qu'on se dise merci à nous tous, aux organisateurs, aux intervenants, au public, d'être présents et de faire vivre ce genre de manifestations dont on a besoin et qu'on devrait trouver à tous les coins de rue, en fait. Donc merci à nous tous, bravo, et à bientôt, à l'année prochaine. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que... Et les techniciens, bien entendu. Allez, encore une. À sa demande générale à lui. Mais on va se casser la gueule.